Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La mobilisation des transporteurs se poursuit. Il y a quelques jours, 65 étudiants du lycée de Bellefontaine se sont vus confier pendant toute une semaine la direction de l'hôtel Amiris à Sainte-Luce. Le MIR, le Mouvement international pour les réparations, fera appel de la décision de la justice de refuser sa plainte contre l'État français pour la déportation de centaines de milliers d'Africains et leur réduction en esclavage. Sur la route des senteurs et des saveurs, découvrons l'Amérique latine. C'est le nom d'une opération menée dans plusieurs écoles du François, avec comme thème la canne à sucre. Ce mardi 4 avril, Liedom a mis en circulation le nouveau billet de 50 €. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, les conséquences des blocages de l'approvisionnement en carburant par les transporteurs commencent à se faire sentir en Martinique. La plupart des stations-service sont en rupture de stock et les navettes ont dû réduire leur nombre de rotations. Les ambulances commenceraient également à être sérieusement affectées, ainsi que d'autres secteurs. Notons par ailleurs qu'un nouveau barrage routier a été installé entre le Prêcheur et Saint-Pierre. Une nouvelle réunion devait avoir lieu ce mardi dans l'après-midi à la préfecture entre les représentants de la CTM, de l'État et les transporteurs. Mais les élus territoriaux ne sont finalement pas venus. Le mouvement devrait donc se poursuivre. Par ailleurs, demain, mercredi, les chauffeurs de taxis collectifs devraient se mobiliser eux aussi. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une exclusion de la nouvelle institution Martinique Transport et veulent que l'on tienne davantage compte de la profession dans la planification du transport sur notre territoire. À partir de la fin de la semaine, en Guadeloupe, ce sont les responsables des stations-service de la Guadeloupe qui devraient entamer un mouvement de grève pour protester contre les dernières mesures gouvernementales qui, selon eux, avantagent les pétroliers à leur détriment. Décidément, en ce moment, la tendance dans les Outre-mer est à l'agitation sur le plan social. Et puis, la presse française a pris plusieurs jours pour se décider enfin à porter ses regards vers la lointaine Guyane en ébullition. Et qu'en dit-elle? Pour le journal Les Échos, citons-le. L'explosion sociale en Guyane le montre. Malgré les subventions volumineuses, l'outre-mer est dans une situation indigne. Ces départements reproduisent à la puissance 10 la crise que vit la métropole. La France peut-elle encore se payer des Outre-mer? La question est un tabou absolu. Où tomberait, n'est-ce pas, la grandeur du pays sans les confettis de son vieil empire colonial? Et pour l'avenir, ces îles ne lui donnent-elles pas la chance de posséder la deuxième surface maritime du globe après les États-Unis? Fin de citation. Ainsi qu'on peut le constater, bien qu'il s'agisse de la Guyane, comme Emmanuel Macron, le journaliste évoque les îles. Lapsus qui, en vérité, n'a rien d'étonnant car tous ces outre-mer, insulaires ou continentales comme la Guyane, ressemblent un peu, quand l'Hexagone daigne les regarder, à des radeaux à la dérive. D'où le titre d'une émission de France Culture, Y a-t-il un océan entre la métropole et son outre-mer? Pourtant, rappelle le journal Le Monde, tous les candidats à la présidentielle vantent cet atout bleu comme fondamental au XXIe siècle. Et le journaliste d'ajouter, en dehors de ces épisodes de fortes tensions sociales, les dom-toms ont bien du mal à exister, médiatiquement et politiquement, en métropole. Ainsi, la loi sur l'égalité réelle outre-mer a-t-elle été votée mi-février de manière aussi unanime qu'anonyme? Fin de citation. Patrick Caram, l'ancien président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM, a fait parvenir à la presse une longue lettre dans laquelle on peut lire notamment à propos de la Guyane.
Le gouvernement annonce une enveloppe d'1 milliard d'euros pour la Guyane, pour la sécurité, l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture et la pêche notamment. Les revendications des manifestants représentent des années de frustration, 600 pages de revendications, 800 mesures attendues. On est loin du compte puisque ces mesures en demi-teinte sont des chèques en bois laissés au bon vouloir des successeurs. D'abord, lorsque sont retranchés les 300 millions du pacte d'avenir déjà acté depuis plusieurs mois, c'est en réalité 700 millions d'euros de mesures qui sont annoncées, avec des manques criants, rien par exemple sur la cité judiciaire, maintes fois annoncée depuis 2005, jamais réalisée, rien sur le contrôle des fleuves 24 heures sur 24, rien sur l'obligation accélération des procédures d'extradition, ou encore rien n'est prévu pour le développement androgène dans l'environnement régional qui est pourtant nécessaire si on veut développer la Guyane sur le long terme. Mais plus grave, il n'y a aucune garantie que les engagements du gouvernement en fin de mandat soient tenus. Il s'agit de chèques en bois qui arrivent trop tard dans le mandat pour être mis en œuvre par l'actuelle majorité qui ne sera plus en situation pour tenir ses promesses. Il est regrettable de gérer l'outre-mer à coup d'urgence et un prochain président de la République, avec sa nouvelle majorité, devra reprendre les négociations et construire un vrai avenir pour la Guyane et l'ensemble des outre-mer s'il veut éviter des crises à répétition. En Guyane, loin de s'essouffler, le mouvement se durcit. Depuis ce mardi matin, plusieurs milliers de Guyanais sont entrés dans le centre spatial de Kourou, symbole emblématique de la cohabitation entre ce que la modernité a de plus pointu et, au contraire, de grands retards de développement sur le territoire guyanais. Une trentaine de manifestants ont d'ailleurs refusé de quitter le centre en attendant la réponse demain, mercredi, du gouvernement. Rappelons que les manifestants ont refusé un plan d'investissement de 1 milliard d'euros sur 10 ans proposé par l'État et réclament, eux, 2,5 milliards rapidement versés. Ce matin, comme nous vous l'avions annoncé, le tribunal correctionnel a rendu sa décision dans le procès qui oppose le MIR à l'État français. On le sait, le mouvement international pour les réparations veut faire condamner ce dernier pour la déportation de centaines de milliers d'Africains et leur réduction en esclavage. Le tribunal a débouté le MIR en déclarant la plainte irrecevable. Garcin Malsa et ses amis ont décidé de faire appel. Il y a 12 ans que les procédures de cette affaire sont en cours. Pour l'heure, il s'agit pour le MIR de faire valoir le principe d'imprescriptibilité en ce qui concerne les crimes contre l'humanité commis à l'encontre de nos ancêtres. Et puis en bref, toujours dans le domaine de la justice, Olivier Bérisson, le président de la Sopamar, est actuellement à Bordeaux où le tribunal a jugé l'affaire Albioma. À cette occasion, le militant écologiste opposé à l'installation d'une usine utilisant la biomasse à Trinité par Albioma a rappelé que notre île est déjà particulièrement touchée par les cancers à cause des erreurs faites sur le plan écologique dans le passé. Bien que le rapporteur public se soit déclaré favorable au projet, le tribunal ne rendra son verdict définitif que dans 8 jours. Olivier Bérisson a déclaré qu'en cas d'échec, il continuerait de mener des actions juridiques et des actions sur le terrain. Il y a quelques jours, 65 étudiants scolarisés, pour certains en deuxième année de BTS hôtellerie-restauration au lycée de Bellefontaine, se sont vus confier pendant toute une semaine la direction de l'hôtel Amiris à Sainte-Luce. Karine Laouché, professeure d'économie-gestion au lycée de Bellefontaine, a expliqué que cette semaine d'immersion totale était l'occasion pour les étudiants de comprendre comment fonctionne un établissement hôtelier et de se préparer en même temps aux examens qui auront lieu au mois de mai prochain. En effet, il est notamment question pour eux de passer des épreuves de management, de gestion en ressources humaines, de gestion d'activités, de conception d'animation et de manifestation.
Le 22 mars dernier, les élèves se sont donc essayés à un exercice complexe. Ils ont proposé, conçu et mis en place le salon Made in Connect, création originale dédiée aux professionnels. Dans le cadre de ce salon, les supports numériques ont été particulièrement mis en lumière dans la mesure où ils permettent d'accroître les activités des professionnels. Si la fatigue des étudiants a été à la hauteur d'un investissement incontestable, c'est avec enthousiasme et passion que la plupart d'entre eux ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant une semaine. Ils se sont dit ravis de cette initiative, affirmant qu'une semaine d'immersion aussi vraie que nature donne véritablement du sens à leur formation. Selon Karine Laouché, ce moment riche en apprentissage et en échange a vu émerger des personnalités au sein des élèves, des managers nés aux cuisiniers les plus appliqués, aperçus en images. Prévu au départ pour coûter 257 millions d'euros, le TCSP a finalement coûté 410 millions d'euros et il a fallu près de 20 ans pour le construire. Il semble que l'Europe ne soit intervenue qu'à hauteur de 80 millions dans son financement, qui a donc été essentiellement assumé par les impôts des Martiniquais. On observera que ce projet a été exclusivement mis en œuvre au niveau des décisions par des Martiniquais. Est-il possible de dire qu'il symbolise bien notre capacité collective à mener un projet? Chacun, bien entendu, répondra à cette question en son âme et conscience. Et puis, à l'occasion de la marche à blanc du TCSP, un élu guadeloupéen avait fait le déplacement. Il s'agit de Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre. Il est vrai que malgré l'existence de deux capitales, si on peut dire, en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, la circulation n'est pas si fluide que cela. Si jamais les Guadeloupéens décident de se lancer dans la construction de transports en site propre, il faut bien évidemment souhaiter qu'ils bénéficient de l'expertise des Martiniquais, une expertise très chèrement acquise. Sur la route des senteurs et des saveurs, découvrons l'Amérique latine. C'est le nom d'une opération menée dans plusieurs écoles du François, avec comme thème la canne à sucre. Et jeudi 23 mars dernier, deux écoles étaient mises à l'honneur, les écoles primaires d'Humaine et Chopot-Bonny. Les tatis avaient pris plaisir à décorer et préparer leur établissement. Elles étaient aussi habillées en tenue traditionnelle pour l'occasion. À Dumaine, les élèves ont pu en plus avoir une prestation de En avant, le groupe de haute taille de Dumaine. À Bonny, les enfants ont chanté et dansé avec leur coutelas pour couper la canne au son du belay, notamment de Ti Émile. Ils ont eu droit à une projection sur le processus de fabrication du sucre, de l'arrivée de la canne au produit fini, présenté par Marcel Marie-Sainte, directeur commercial de l'usine du Galion. Ces animations ont été très appréciées des jeunes franciscains. Dans le cadre de cette opération, mardi 28 mars, des élèves de l'école Emmanuel Bruno ont découvert la fabrication du sucre à l'usine du Galion.
l'occasion des élections présidentielles, le Parti communiste martiniquais affirme avec force son hostilité à l'Europe. C'est un discours que tiennent également avec force Jean-Luc Mélenchon, que soutient le PCM, mais également Marine Le Pen, ce qui ne doit pas manquer de jeter le trouble chez un certain nombre d'électeurs. Philippe Poutou, le candidat présenté par le nouveau parti anticapitaliste NPA, est soutenu ici en Martinique par le parti indépendantiste Révolution socialiste. Il vient d'annoncer son intention de défendre le droit à l'autodétermination des Outre-mer. En réalité, les Martiniquais ont déjà disposé en 2010 de ce droit à l'autodétermination et ils ont voté pour une Martinique telle qu'elle est aujourd'hui sur le plan institutionnel. On a beaucoup parlé du revenu universel préconisé par Benoît Hamon, souvent d'ailleurs pour le décrier, mais on aurait pu tout aussi bien parler de l'allocation d'autonomie pour les jeunes préconisée par Jean-Luc Mélenchon, même si la dépense pour l'État aurait été moindre. Jean-Luc Mélenchon propose d'attribuer 800 € par mois pendant 3 ans à toute personne âgée de 18 à 25 ans, issue de milieux humbles et à condition qu'elle se forme. Notons également que M. Mélenchon préconise une augmentation du SMIC de 16% immédiatement et à terme 32 heures de travail au lieu de 35. Ce sont 2 préconisations qui doivent forcément inquiéter les petites et moyennes entreprises martiniquaises, très nombreuses, qui, disposant de marchés restreints, ne peuvent appliquer dans leur entreprise une politique salariale aussi généreuse qu'elles le voudraient. Ce mardi 4 avril, l'IEDOM a mis en circulation le nouveau billet de 50 € en France comme dans le reste de l'Union européenne. Ce nouveau billet, qui sera toujours de la même couleur, est doté de codes plus précis qui limitent davantage les risques de contrefaçon. Bien entendu, les anciens billets de 50 € resteront utilisables. Quand on parle d'hommes riches en Martinique, souvent un seul nom qui est à l'esprit, et c'est celui de Bernard Ayotte. Pourtant, il est une autre famille martiniquaise, Béquet elle aussi, qui pointe dans le top 500 des hommes les plus riches de France. Il s'agit du groupe Despointes qui pointe, n'évitant pas ce jeu de mots, à la 484e place. D'ailleurs, c'est l'un de ses membres, Laurent Hugues Despointes, qui a été sacré en 2016 capitaine d'industrie 2017. Si le groupe Ayotte est très diversifié, des pneus au rhum en passant par l'automobile ou la grande distribution, le groupe Despointes semble s'être plutôt spécialisé dans l'alimentaire avec notamment des glaces et des jus, Paradis Glace, Caresse Antillaise, mais également la bière Lorraine, entre autres. Allons maintenant du côté de l'Amérique latine. On le sait, le Venezuela connaît une situation économique et donc sociétale très difficile. Le gouvernement tente tout de même de remplir sa mission. On sait que le Venezuela est très attentif et quelque part très influencé par ce qui se passe à Cuba. Or, un des points forts du régime cubain, c'est la bonne réputation de son système de santé. Un système qui lui a permis d'envoyer des médecins et du personnel soignant un peu partout dans le monde, ce qui a largement contribué à son extraordinaire popularité. Pas étonnant donc que le Venezuela ait décidé de porter lui aussi l'accent sur ce secteur. Ainsi, près de 400 Vénézuéliens viennent de recevoir leur diplôme de médecin, tandis que le président du Venezuela lui-même, Nicolás Maduro, annonçait que le salaire de tout le personnel soignant du pays allait augmenter de 50%. Malgré toutes les difficultés qu'il connaît, le Venezuela est un pays d'Amérique du Sud disposant de l'indice de développement humain, IDH, le plus élevé, 0,767. La moyenne est déterminée par une note entre 0 et 1. Plus on est proche de 1 et plus on est développé. Avec donc 0,767, le Venezuela a un indice de développement humain plus élevé que celui du Brésil, 0,754, du Pérou, 0,740 et de la Colombie, 0,727. Cela met en évidence de façon dramatique l'écart qui existe entre les classes sociales dans ce pays.
puisque pour que la moyenne soit bonne, alors que les classes populaires vivent dans une précarité absolue, il faut que les classes possédantes soient, elles, au contraire, très riches. C'est d'ailleurs aussi ce que disent les spécialistes. Ils affirment que, malgré les avancées extraordinaires en matière de développement humain, pendant les 25 dernières années en Amérique latine et dans les Caraïbes, il y a encore des secteurs de la population qui sont victimes de profondes inégalités. L'Amérique latine et les Caraïbes ont des indices de développement humain élevés par rapport à d'autres régions en développement, juste derrière l'Europe et l'Asie centrale, mais les inégalités font que l'indice de développement humain diminue presque de 25% à cause de la distribution inégale des revenus. À propos du Venezuela, notons que le président de la République, Nicolás Maduro, continue à rendre les États-Unis responsables de tous les malheurs que connaît son pays. Actuellement, il accuse les États-Unis de mobiliser tous ses ambassadeurs dans la zone pour lancer une vaste offensive contre le Venezuela. C'est une stratégie parfaitement décrite par la science politique. Lorsque les choses vont mal à l'intérieur, les gouvernants ont tendance à créer des fronts extérieurs pour masquer leur échec tout en soudant la population autour d'eux. Après 2 semaines de crise sociale en Guyane, le gouvernement a annoncé une série d'engagements pour un montant de 1 milliard. Cette annonce ne satisfait pas les Guyanais. Selon vous, doivent-ils accepter cette offre? C'est la question de notre rubrique sondage. Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Alors, selon vous, ça fait 2 semaines que le gouvernement et la Guyane négocient. Après 2 semaines, le gouvernement fait une proposition de 1 milliard pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Est-ce que tu penses que les Guyanais devraient accepter cette proposition-là? Je pense que oui, puisque le gouvernement qui est là actuel ne sera pas là dans quelques semaines. Alors je pense qu'ils auraient dû prendre ce qu'on les donne et puis après négocier avec les autres. 1 milliard, je ne sais pas. Bon, ils sont seuls capables de savoir si vraiment ça leur convient. Donc nous, en arrière-plan, on ne sait rien. Donc 1 milliard, est-ce que c'est beaucoup? 2,5 milliards, est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. Donc c'est à eux seuls de savoir si vraiment ça leur convient. Oui, je pense qu'ils peuvent déjà accepter cette somme de 1 milliard, parce que si on leur propose déjà tant qu'à faire, vaut mieux qu'ils le prennent, et puis après ils verront pour voir s'ils peuvent en avoir un peu plus après. Ok. Alors, selon vous, ça fait 2 semaines que le gouvernement et la Guyane négocient. Après 2 semaines, le gouvernement fait une proposition de 1 milliard pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Est-ce que tu penses que les Guyanais devraient accepter cette proposition-là? Si l'on moins, c'est pas ça fait 1 milliard ou 2 milliards, c'est pour poser, il y a un problème. Il pose en question. C'est pour répondre les 1 ou 2 milliards ou 3 milliards. C'est comme je pense, il faut répondre à revendication ces boucles-là. C'est pas comme si c'est un lot patron camionneur qui a plairé pour les autres monde payer à la place bayo retraite yo. Mais nous avons coordonné qui a plairé et chauffeur taxi qui dit là c'était un pays bayo. Tout le monde qui a travaillé l'école tu dit pays bayo. Mais là c'est un autre problème. Le problème, c'est qu'il a posé des problèmes, revendications, problèmes, l'État. Il n'a pas même appelé pour l'indépendance, il a demandé une certaine liberté pour faire Guyane décoller. Donc pour moi, c'est un vrai problème là. C'est pas une question, peut-être qu'il peut monter plus que ça aussi, hein, mais il impose ensemble là, c'est pour négocier. Et en plus, c'est pour pas même là pour longtemps. Donc il a négocier et puis régler le problème là même. Non, ils ne devaient pas accepter parce que ce n'est pas suffisant vu l'état du pays et des souffrances qu'ils ont dans le pays et puis le manque de... Le pays n'est pas assez développé, donc le montant n'est pas suffisant. Ils devaient demander plus, tenir la somme qu'ils ont demandée, ils devaient maintenir cette somme-là. Waouh, difficile de répondre à leur place, mais bon, oui, les choses sont compliquées. Je ne pense pas que 1 milliard ou enfin quelle que soit la somme, c'est qu'il faut qu'ils prennent le temps pour régler ces problèmes-là, puisqu'ils nous concernent aussi. Ici aussi, nous avons quasiment les mêmes soucis. Donc vraiment, c'est... Non, allez, non. Alors, selon vous, ça fait 2 semaines que le gouvernement et la Guyane négocient. Après 2 semaines, le gouvernement fait une proposition de 1 milliard pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Est-ce que tu penses que les Guyanais devraient accepter cette proposition-là?
Non, non, pas du tout, parce qu'on a commencé à se battre pour quelque chose, pour aller jusqu'au bout. Surtout, avec 1 milliard, on va peut-être faire quelque chose, mais on ne va pas avoir tout ce qu'on veut. Parce qu'on veut la sécurité, on veut l'éducation. C'est ce qu'on veut, en fait. Il faut rester jusqu'au bout de nos démarches. Voilà, il faut qu'ils tiennent. Courage la Guyane. Franchement, je ne peux pas dire. Bon, je sais qu'ils ont raison de revendiquer de meilleures conditions. Mais sous le chiffrage précis, non, je ne peux pas m'avancer. Oui, mais ils peuvent prendre une partie de ce qu'on leur donne et puis essayer de renégocier avec le gouvernement. Comme ça, au lieu de tout bloquer, donc il y aura un avantage. La Guyane va redémarrer tranquillement avec tous ses effets. Mais ne pas tout à fait bloquer parce que ça bloque tout. Les gens sont un peu malheureux à l'intérieur quand ils sont comme ça. Donc il faut ouvrir une porte pour une partie, il faut accepter ce qu'on donne et puis reprendre la négociation à nouveau et puis voir comment ça va se décider. Sondage. Sondage. Voilà, c'était Sondage. Nous remercions ceux et celles qui acceptent de répondre à nos questions. Passons sans plus attendre au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Hier, lundi, en Guyane, on a moins entendu parler d'un éventuel changement de statut que dans les jours précédents. Sans doute pour préserver l'union que l'on continue d'observer au sein des populations qui manifestent dans la rue et sur les barrages. Même si les 500 frères ont dû faire preuve, nous dirons, d'une grande fermeté pour obliger un certain nombre de commerçants à fermer leurs rideaux à Cayenne. Reste que le mot est lâché, changement de statut. C'est l'occasion de rappeler qu'il existe dans les Outre-mer un territoire qui jouit d'un statut très particulier. Pour la France, c'est un pays et territoire d'outre-mer, un PTOM. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie. Ce territoire possède au moins 3 points communs importants avec la Guyane. D'abord au niveau de la population. En Guyane, on parle de 250 000 habitants officiellement, mais les observateurs pensent que c'est plus. Elle se rapprocherait, cette population, des 270 000 habitants que compte la Nouvelle-Calédonie. Même si en Guyane, ces 250 000 habitants se répartissent sur 84 000 km², alors qu'en Nouvelle-Calédonie, ils sont sur une superficie 4 fois moins importante, environ 19 000 m². Le deuxième point commun entre ces deux territoires, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie comme en Guyane, cohabitent plusieurs communautés. L'autre point commun entre ces deux territoires, c'est que le sous-sol guyanais est riche, celui de la Nouvelle-Calédonie aussi, qui est actuellement un des plus gros exportateurs de nickel dans le monde. À ce niveau-là, ces deux territoires ont en commun une richesse propre, nous voulons dire, qui ne doit rien à la France. C'est pour tout cela qu'il convient d'observer avec une attention particulière le statut particulier, précisément, dont dispose actuellement la Nouvelle-Calédonie. Un statut instauré par l'accord de Nouméa, signé en 1988. Au terme de cet accord, la France garde les fonctions régaliennes de l'État, la défense, la sécurité, la justice et la monnaie. Pratiquement tout le reste relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie qui s'est dotée d'un congrès et d'un gouvernement collégial. Mais, à l'intérieur même du pays, sont délimitées 3 provinces, Nord, Sud et île Loyauté. Chacune de ces provinces est considérée par la République française comme une collectivité territoriale et dispose donc d'un champ de compétences très large. On ne sait pas si cela peut convenir aux Guyanais, on ne sait pas non plus si le gouvernement le leur proposera. Après le savoir et réfléchir, parlons santé. Ce sont les questions de boissons énergisantes. Alors qu'une boisson énergisante est destinée à l'effort avec un apport en glucides et en minéraux, une boisson énergisante a une composition bien particulière, très riche en caféine et en sucre, autant que dans une canette de cola, en taurine, un acide aminé qui intervient au niveau du cœur, du muscle et du système nerveux central, et également riche en glucurolactone, soi-disant pour lutter contre la fatigue.
On compte une centaine de sortes d'energy drink dans nos rayons, aux teneurs en caféine entre 12 à 32 mg par 100 ml, soit jusqu'à 80 mg pour une canette. D'autres composés végétaux présents dans ces canettes peuvent aussi apporter de la caféine, comme le guarana ou le maté. 17% de la population de plus de 14 ans consommerait des boissons énergisantes de manière régulière, plus souvent des hommes que des femmes, 60% contre 40%. En Europe, la consommation de boissons énergisantes double tous les 4 à 5 ans, un phénomène de masse qui peut inquiéter. Une compilation d'études de bon niveau parue en 2015 a classé les effets de ces boissons énergisantes, des effets neurologiques et psychologiques, des effets gastro-entérologiques et métaboliques, des effets sur le rein, des effets cardiovasculaires. Ce sont là les principaux effets de ces boissons énergisantes. Il est à rappeler que les personnes cardiaques devraient éviter de consommer des boissons énergisantes et au pire, elles s'exposeraient à des troubles du rythme cardiaque et cela peut déstabiliser une insuffisance coronaire ou une insuffisance cardiaque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Nous remercions ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce journal. Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Il est aussi possible de revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Passez de très belles soirées. À demain et que Dieu garde la Martinique.